dans le cadre de sa programmation Abeilles et compagnie, qui regroupe 2 expositions, dont notre exposition itinérante Secrets d'abeilles. La Villa Bedat est heureuse de vous convier à cette visite privilège de l'exposition unique et fascinante L'insecte et l'homme par Patrick Bleuzen en personne. Suivez-moi! Bonjour Patrick. Bonjour Sandrine. Vous êtes naturaliste, ethno-entomologiste. Vous êtes également médiateur scientifique et artiste du vivant. Mais surtout, on vous qualifie de passeur de curiosité. D'où vous est venue cette passion, Patrick? Oh là, ça remonte à ma plus jeune enfance. Mes parents me racontaient qu'à 4 pattes sans savoir marcher, j'avançais dans le jardin et je m'arrêtais devant les colonnes de fourmis. Et déjà, l'esprit de curiosité, l'envie de découvrir le monde m'a habité très jeune. Et pareil, dans Yupala, j'allais au bord des fleurs regarder les papillons buténés. Et donc, je pense que dans mon ADN, c'était la curiosité de découvrir. Et ça ne s'est jamais arrêté. Le monde des insectes est immense. C'est plus d'1 million d'espèces décrites. On en estime qu'il y en a 4 millions. Et donc, il y a tellement de choses à découvrir dans les formes, les couleurs, les comportements. Et là, bon, j'ai mis juste 3 mois dans cette exposition, mais ça vous donne déjà un petit panachage de cette diversité. Et quand on peut voir, il y a des formes ahurissantes de couleurs, des bêtes qui ressemblent à des feuilles, il y a des choses un petit peu inquiétantes. Cette diversité m'a tout de suite passionné. Comme j'avais peur de rien, je touchais à tout, je ramassais les insectes, je les mettais dans les petites boîtes, je ramassais les vipères, je ramassais les lézards, les orvets, tout ce qui bouge. J'avais peur de rien et c'est pour ça que progressivement, avec le temps, je suis devenu aussi quelqu'un qui manipule les animaux pour le cinéma, pour les documentaires, aussi bien des ours, des jaguars, des serpents dangereux. Et avoir cette envie de découvrir, je l'avais, mais j'ai eu envie très jeune aussi de transmettre. Et mes profs de sciences nat m'ont demandé dans mon lycée de faire une exposition quand j'étais en seconde, en première et en terminale. Donc mes premières expositions, c'est à 15, 16, 17 ans. À 21 ans, j'avais déjà une très grosse collection. On m'a demandé de faire une exposition dans ma commune. Et puis voilà, j'ai 62 ans et je n'ai cessé d'essayer de transmettre mon amour de la curiosité. Et je pense que c'est une passion qui est sans limite et que j'essaye sans limite de transmettre. En tout cas, c'est certain que chez nous, pour cette exposition, c'est totalement réussi. Voilà. Donc si vous voulez bien nous parler justement de ces panneaux et de cette véritable passion que vous avez pour les insectes, quels qu'ils soient, sur ces grandes familles en tout cas. Là, je vais peut-être, il y a tellement de choses à dire, mais prendre simplement une des bêtes les plus anciennes au niveau évolutif. On avait à l'ère primaire des libellules qui faisaient 70 cm d'envergure. Là, j'ai mis 3 espèces de libellules. L'une va pondre ses œufs en tapant la surface de l'eau. L'autre, vous l'avez peut-être déjà vu, elle va pondre sur les plantes. Et celle-ci, elle vient d'Amazonie. Et elle fait du basketball, comme Tony Parker. Elle va se mettre devant un trou d'arbre, elle va mettre en vol, et avec son abdomen très long, elle va faire comme une balise et envoyer son œuf. L'intérêt, il va tomber dans une toute petite cavité où les prédateurs ne viennent pas. Par contre, à l'intérieur, il y a des larves de moustiques et la larve va se développer. Donc, vous voyez, simplement, si on prend les libellules, vous avez déjà une grande diversité de comportements. On peut prendre des choses comme ceci, comme les punaises. Celle-ci se mange, celle-ci va vous mordre, celle-ci va percer la sève des arbres. On va prendre par exemple les blattes. Et la blatte, c'est la grande réussite de l'évolution. Elle est là depuis 360 millions d'années, nous nettement moins. Et si elles ont résisté à des grands moments d'extinction, c'est qu'elles ont les capacités de protéger leurs œufs dans un eutec. Et l'eutec résiste à la dissécation, aux produits chimiques, au rayonnement. Ce qui fait que ce qui a tué les adultes, éventuellement, n'a pas tué les enfants. Et donc, c'est une bête qui, évolutivement, est une grande réussite. Et on la maltraite dans nos comportements anti-blattes. Il faut savoir qu'il y a 6000 blattes à peu près de connues, d'espèces décrites. Il n'y en a qu'une trentaine qui sont près de nous et qui nous causent des soucis. Mais le gag, c'est que cette bête-là va sans doute, qui a une très mauvaise image de salubrité publique, est sans doute celle qui va nous soigner dans le futur, puisqu'on est en train de les étudier pour les antibiotiques du futur. Et c'est justement cela également que vous avez, que vous montrez à travers votre passion pour les insectes et vos études sur cette biodiversité. C'est justement d'allier
la science à votre art, à votre passion. Tout à fait. J'essaie actuellement, depuis maintenant un certain nombre d'années, de montrer les traces. Ça m'a toujours passionné, les traces dans le sable, dans le désert, sur les plages, que faisaient les animaux. Et j'ai remarqué que quand il y a des traces liées aux insectes, il n'y avait pas d'inventaire spécialement de livres pour le faire, j'ai commencé à le faire. Et en même temps, je me suis rendu compte, qu'on verra un peu plus tard dans l'exposition, que cette diversité de traces, c'était aussi comme s'il y avait différents couleurs, pinceaux, stylets pour créer des choses. Et elle est aussi immense que la diversité de ces insectes-là. Et alors je fais parfois avec ces bêtes-là, mais je fais aussi souvent avec des coléoptères qui, eux, vont avoir aussi des traces très différentes. Alors les coléoptères, c'est 400 000 espèces décrites. On estime qu'il y en a 3-4 millions qui ne sont pas encore décrites. Et ce sont souvent des recycleurs, des transformers. Si on prend cette larve, là, par exemple, le Dynastea Megasoma, Actéon, qui est de Guyane, qui est d'Amazonie, on a estimé que sa larve allait transformer 1,5 kg de bois en 1,5 kg de terre. Donc c'est très important. Si on prend les scarabées, c'est tout bête, mais c'est fondamental de recycler les crottes d'animaux. On a eu le problème en Australie quand les colons ont amené les bovins, les ovins en Australie. Il y a eu un problème parce qu'ils n'ont pas amené les scarabées qu'elle est avec. Et au bout d'un certain nombre d'années, il y avait tellement d'excréments que l'herbe ne poussait plus. Et c'est en 1967 qu'un naturaliste a eu la bonne idée d'importer d'Europe et d'Afrique du Sud en Australie des scarabées. Et les scarabées, résultat, les scarabées ont fait leur œuvre et de seul coup, de nouveau, les prairies ont pu se remettre à pousser normalement. Donc, si on prend des lucanides, les lucanes, ils vont transformer un arbre dépérissant en terreau. Les xylophages, c'est les branches mortes, vont les transformer, vont les dégrader en même temps que les champignons. Tout le monde a son... Alors, certains vont être pollinisateurs, certains coléoptères vont aller sur les fleurs, comme ceci, comme cela. Certains sont plus proches du ravageur, mais chacun a sa place. Ceux-là vont plutôt être les charançons, qui vont aller chercher des graines et tout, donc percer les graines, percer parfois les plantes. Donc chacun a son petit créneau et la diversité est immense. Vous avez même des passalides qui ont des coléoptères qui ont un comportement familial, c'est-à-dire que le papa et la maman vivent ensemble. Et ils vont s'occuper et nourrir les petits qui, au départ, ne sont pas capables d'assimiler la nourriture tout seuls, alors que la plupart des insectes vont pondre des œufs et les abandonner. Donc on a aussi des comportements sociaux, partiels ou familiaux chez certains types de coléoptères. Si on prend les papillons, là, c'est l'explosion des formes, des couleurs, et la diversité est immense. Les papillons, c'est à peu près 200 millions d'années qui sont apparus. En France, on a à peu près, je suis mémoire est bonne, à peu près 5000 espèces, papillons de jour, papillons de nuit. Là, cette boîte-là, j'ai mis que des papillons de jour. Alors, il faut imaginer que la diversité des couleurs est très importante, puisqu'il faut que les partenaires se retrouvent pour la sexualité. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cette diversité. La première chose que va faire la femelle quand elle sort, alors les mâles souvent étant plus petits que les femelles, les frères et sœurs, ceux qui sont mâles vont être adultes plus tôt. Donc souvent ils ne vont pas pouvoir s'accoupler avec leurs sœurs, donc il va falloir qu'ils repèrent d'autres femelles de son espèce. Et donc c'est la femelle, quand elle va sortir, elle va émettre des phéromones qui vont attirer les mâles. Et le fait d'attirer le mâle va pouvoir venir en vol. Pour certains papillons de nuit, on a estimé que c'était quand même 5 km. À 5 km, il faut repérer la molécule émise par la femelle. Et quand il va arriver, comme il va éventuellement avoir sur l'arbre en fleurs plusieurs types de femelles, il faut qu'il puisse la reconnaître. Donc il va y avoir la forme et la couleur qui va la permettre de reconnaître. Et comme les insectes sont, avec les aberrations, parfois sont variants en forme et en couleur, l'organe reproducteur va être aussi particulièrement compliqué. Donc il y a à la fois l'odeur, la forme et l'organe qui fait qu'on va pouvoir se retrouver. Et pour certains, même chez les papillons, et pas seulement sur des animaux plus évolués, il va y avoir des parades nuptiales. Vous allez avoir parfois dans la nature, vous voyez deux papillons faire ceci. Le mâle se fait reconnaître par la femelle pour avoir le droit de s'accoupler. Donc voilà. Absolument passionnant. Et quand on sait que les couleurs, effectivement, où les parades jouent, est-ce que chez les papillons, ça a une incidence aussi? Est-ce que souvent c'est le mâle, on lui attribue les plus jolies couleurs, les plus jolies parades? Est-ce que c'est pareil chez les papillons? Ah oui, complètement. Vous avez, si on prend les morphos, alors, qui sont très connus parce qu'ils sont bleus, la plupart des femelles vont être avec des couleurs beaucoup moins vives.
certains morphos, la femelle va être marron ou jaune, jaunasse, et parce qu'elle, à la limite, elle n'a pas besoin d'aller parader, hein, n'est-ce pas? Elle n'a pas besoin d'aller parader. Elle a émis ses phéromones, les mâles vont venir, et son problème, c'est de survivre pour pouvoir pondre et retrouver la plante. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir des couleurs vives. Un certain nombre de papillons, ils vont être très proches, d'autres vont être très différents. Vous avez même des papillons de jour où le mâle va être avec des formes très différentes de celles de la femelle. Et si on prend les papillons de nuit, là, vous avez aussi une différence, c'est les antennes. C'est-à-dire que le mâle, il a la nécessité de capter les odeurs extrêmement loin. Donc, c'est des antennes pectinées, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une antenne droite comme la plupart des papillons, c'est un petit peu comme une feuille si on aurait gardé toutes les nervures pour avoir le maximum de surface de capacité de capteur d'odeur. Alors que la femelle va avoir des antennes beaucoup plus simples parce qu'elle n'a plus besoin que de trouver la plante pour pondre. Donc, vous pouvez avoir des grandes différences d'une espèce à l'autre. Donc le papillon est un insecte pollinisateur, exactement comme certains coléoptères, mais vous nous avez dit également que certaines mouches étaient, et ça on l'ignore totalement, oui, tout le à grand fait. public. On oublie en grande partie que les deuxièmes pollinisateurs sont les mouches. Hein, parce que on le voit souvent sur les fleurs. Hein. Vous avez d'abord beaucoup de mouches qui ressemblent à des hyménoptères, parfois à des abeilles, et donc c'est assez facile. Quand on le sait, c'est que les mouches n'ont qu'une paire d'ailes, et les hyménoptères 2 paires d'ailes. Donc parfois on voit des choses qui ressemblent et qui bourdonnent comme une abeille, mais si on regarde bien, il n'y a qu'une paire d'ailes, mais par contre ils vont polliniser. Alors là, vous avez des mouches un petit peu folkloriques. Hein. Voilà, ça c'est plutôt la mouche qui va se camoufler en ressemblant à une guêpe, mais il n'y a qu'une paire d'ailes. Celles-ci sont des mâches prédatrices. Celle-ci va imiter les pepsis, qui sont dangereuses et qui piquent. Et donc, les prédateurs ne vont pas l'embêter. On appelle ça du mimétisme, hein, puisqu'on va imiter un être vivant pour en tirer parti. Cette bête est assez rare, ça c'est plus commun. Donc, quand le prédateur a essayé de manger ceci, qui s'est fait piquer, il dit « Oh là, je ne recommence pas ». Donc, elle ne va pas être attaquée. Et celle-ci, c'est la même chose, elle va ressembler à des bourdons. Et là, par exemple, on va prendre aussi, là, vous avez des bons exemples aussi, justement, ce que je vous disais sur les antennes. Là, vous avez la femelle et là, vous avez le mâle. Le mâle est beaucoup plus petit, donc ses frères et sœurs, lui, quand ses sœurs ne sont pas matures sexuellement, donc lui, il faut qu'il sente une autre population de femelles, donc il a des antennes très longues parce que lui doit trouver la nouvelle population de femelles. Alors que la femelle, les œufs sont pondus sous l'arbre, elle a juste à remonter dans l'arbre pour manger les feuilles. Et donc, vous voyez, ses antennes sont extrêmement courtes. Et après, vous avez la fantastique nature qui nous crée des formes et des couleurs ahurissantes. Là, c'est une feuille, on est d'accord, hein. Totalement une feuille. Là, c'est une feuille avec des ailes, là, c'est une feuille sans ailes. Ici, vous avez pareil une sauterelle. Alors, le côté, on mélange les sauterelles et les criquets, c'est très simple. Les sauterelles ont des longues antennes, les criquets ont des antennes très courtes. Et les nuages de sauterelles, ça n'existe pas. C'est les nuages de criquets. On nous dit que ce serait les sauterelles, les vols de sauterelles. C'est souvent une déformation puisque ce ne sont que des criquets qui sont migrateurs. Les sauterelles ne sont jamais en groupe. Si on prend la menthe religieuse, vous voyez, vous avez des formes très, très différentes comme celle-ci. Ça, c'est des menthes religieuses qui vont sur des lianes qui ont aussi ces mêmes feuilles qui sont sur les troncs. Et donc, elle va à la fois avoir besoin de se camoufler pour ne pas être mangée et puis se camoufler aussi pour manger. Je rappelle camouflage parce que ça, ce n'est pas du mimétisme dans une feuille. On ne mime pas une feuille, on mime un être vivant. Hein, comme je dis, celle-ci, c'était du mimétisme, ça, c'est du cryptisme, du camouflage. Et puis ici, nous avons 3 abeilles, parce qu'on oublie que nos abeilles, ce n'est pas seulement nos abeilles domestiques. Hein. Nous avons à peu près 20 000 espèces d'abeilles qui ont été décrites, mais on estime qu'il y en a beaucoup plus. Et en France, on a à peu près 1 millier d'espèces. Et donc, voilà, les bourdons, il ne faut pas oublier que c'est des abeilles poilues. Et ça, c'est des abeilles qui vont plutôt sur des fleurs particulières ou des orchidées. Et puisque nous sommes sur les abeilles, il faut donc se rappeler que c'est le premier insecte qui a été domestiqué par l'homme. Et qu'on estime ça à peu près à 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a des bas-reliefs en Égypte qui montrent l'usage des abeilles, les premières ruches, la récupération du miel. Et c'est bien avant qu'on a récupéré aussi du miel. Les hommes des cavernes devaient peut-être le faire. Et on a une trace d'images rupestres dans une grotte qui a 7000 ans où on voit un homme ou une femme en haut en train de récupérer sur une paroi du miel naturel. Mais l'homme très vite a conçu des moyens de conserver les abeilles, mais avec des traditions et des techniques très différentes. Donc là, j'ai amené une partie de ma collection et vous avez à la fois des troncs, vous avez de la paille, vous avez de l'osier, vous avez de l'écorce. Chaque région avait sa technique, avec ses matériaux.
En Afrique, on avait éventuellement des ruches qui étaient suspendues parce que les animaux pouvaient éventuellement les détruire. Là, vous avez des formes un petit peu particulières comme la landaise. Vous avez des formes d'Ardèche qui peuvent aussi dans cette région-là dans des troncs. Il y a des formes très intéressantes comme celle des Pyrénées que je trouve très féminines. Voilà. Et puis des ruches peut-être plus petites mais qui étaient aussi dans des maisons à ruches. Et qu'il ne faut pas oublier aussi que les abeilles ont été énormément encensées par l'humain et c'était presque un don des dieux. Hein. Rappelez-vous que dans les rois mages, on amène l'encens et le miel et l'encens. Hein. Et là, vous avez justement des ruches qui étaient parfois aussi décorées de choses religieuses. Vous avez des images religieuses là, où on encense l'abeille qui est travailleuse et qui est solidaire. Vous avez des objets très anciens. Il ne faut pas oublier aussi qu'au Moyen-Âge, il y avait un droit féodal sur les abeilles. Donc là, vous avez un cachet, un sceau de négociants en miel du Moyen-Âge. Mais vous voyez, j'ai montré des pièces là, comme des abeilles qui ont 1000 ans avant Jésus-Christ, aussi bien de Mésopotamie, de Toscane. Les Gallo-Romains portaient souvent aussi des abeilles. C'était le côté solidaire certainement des militaires entre eux. Hein, et vous aviez aussi l'image positive des abeilles chez le roi Soleil, les abeilles qui s'envolent vers le roi Soleil, donc vous l'aviez sur ces monnaies. Le côté travailleur, hein, la Légion d'honneur avec une ruche. Le côté aussi tenture, là vous avez des éléments de tenture de Napoléon III, mais Napoléon Ier a aussi pris les abeilles. Voilà, l'abeille c'est vraiment, dans toutes les cultures passées et présentes, l'abeille a toujours eu une image positive, alors qu'il y a d'autres types d'insectes ou d'arachnides qui ont des images positives dans une culture et négatives. Les abeilles, toujours positifs. À présent, Patrick, vous allez nous présenter une partie de vos collections ethnographiques, des objets cultuels et culturels qui ont appartenu à différentes civilisations et quelles que soient les époques, comme à l'instar de cette amulette qui représente une coccinelle. Pourriez-vous nous en dire davantage ? Elle a été trouvée en Dordogne et c'est exceptionnel puisque c'est une première représentation d'un insecte par les humains. Elle a 12 000 ans. Et c'est une coccinelle, et si c'est une amulette, c'est qu'elle est quelque chose de porte-bonheur. Et la coccinelle et porte-bonheur, ça remonterait à 12 000 ans, ce qui est quand même assez étonnant. Et en fin de compte, c'est assez facile à comprendre. À l'époque magdalénienne, les hivers sont très longs, on sort de l'époque glaciaire, et la coccinelle, c'est la première bestiole presque qui va apparaître, qui va sortir de son moment de pause d'hiver. Et le fait qu'elle commence à être en envol, ça indique la bonne saison. Comme l'hirondelle fait le printemps, la coccinelle, pour l'homme des cavernes, c'était la possibilité de voir de nouveau des fleurs, des fruits, des animaux pour aller à la chasse. Donc c'est un insecte porte-bonheur depuis 12 000 ans, qui est assez étonnant. Mais ici, en grande partie, j'ai amené des pièces de ma collection.
dont certaines... Alors, la plupart sont des pièces uniques. Parfois, ils ont été refabriqués plusieurs fois dans la même ethnie, mais souvent, elles sont uniques. Là, vous avez un masque Kouo, c'est le Burkina Faso, c'est l'ancienne Haute-Volta. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une partie des masques insectes, scorpions, parfois araignées, pouvaient être portés par des femmes. Et là, vous voyez, la plupart des masques que vous verrez n'ont pas de bouche ouverte. Là, la bouche est ouverte parce que la femme qui va porter ce masque va accompagner avec des chants le travail des femmes. Là, le symbole, c'est encore de l'observation de la nature qui entraîne un objet cultuel et culturel. C'est la guêpe potière. En Afrique, les femmes vont se regrouper, ou toutes les familles vont se regrouper pour construire la case d'une nouvelle famille. Les hommes vont mettre les pierres, ils vont mettre les poteaux, ils vont faire le toit, mais les femmes vont travailler la terre pour damer le sol et faire les murs. Et comme la guêpe potière fait un travail parfait, on demande aux esprits de leur donner la capacité de faire le travail aussi parfait que le ferait la guêpe potière, accompagnant par des chants. Ici, vous avez une autre culture, c'est un masque moustique de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors on va se dire un masque moustique alors que c'est quand même la plaie, c'est la bestiole qui, par son comportement, va être le vecteur de plein de maladies. Mais le moustique, c'est aussi l'animal qui va venir vous prendre le sang et repartir sans que vous vous fassiez remarquer. Donc en fin de compte, on allait faire des danses avec le masque moustique avant d'aller à la guerre ou aller à la chasse. C'est-à-dire qu'on leur demande aux esprits, vous donnez la capacité du moustique d'approcher la proie ou d'approcher l'ennemi sans se faire repérer. Donc le moustique, voilà, on va encore s'imprégner du comportement d'un animal pour avoir un usage humain et cultuel. Si on continue, on va retrouver cette pièce qui relie avec l'apiculture, qui est un masque Gurunzi avec une abeille qui est très nettement visible. Et donc là, on va retrouver l'esprit du travail de l'abeille en groupe. Les danses vont accompagner le travail des femmes pour travailler la terre, pour planter les semailles. Et donc ce masque va symboliser et remercier les femmes du travail qu'elles vont faire, comme on remercie l'abeille qui va nous fournir le miel. Si on repasse encore chez les Gurunzi, là vous avez un masque qui est très particulier, c'est une reine termite, parce que vous alliez initier des chefs de famille, des chefs de terre, et on allait la personne qui allait prendre le relais, qui pouvait être un enfant, allait symboliquement faire des cérémonies. On lui faisait manger des reines de termites, des reines termites, et donc c'est pour lui transmettre le pouvoir d'être dans la pyramide de la vie collective. Là, vous avez un masque encore Gurunzi, qui est magnifique aussi. Et là, vous avez une menthe religieuse. Alors, il faut imaginer qu'une grande partie des masques sont aussi l'équivalent de nos tambours de ville d'antan. C'est-à-dire que quand le masque sort, on comprend par rapport à l'insecte ou l'animal qui est sur le masque qu'il y a quelque chose de bien précis. Ici, la menthe religieuse représente plutôt le chef. Il ne faut pas oublier que la menthe religieuse a un regard très puissant, un côté altier, donc elle représente automatiquement les chefs de village, les chefs de famille. Et quand ce masque sortait et se promenait dans les groupes de villages associés, ça voulait dire qu'il était arrivé quelque chose à un chef, soit un décès, soit une maladie importante, et tout le monde le savait, il n'y avait pas besoin de dire des mots. Il ne faut pas oublier que les personnes qui portaient les masques, à part le premier que je vous ai montré, sont des personnes anonymes, ils sont sous des tenues de danse, et ils représentent un message. Ici, vous avez une autre pièce d'Afrique, un masque de boaba, et vous avez un papillon et une tête de sorcier. Il y avait une liaison entre l'arrivée de la pluie et les insectes, puisque il faut imaginer que c'est des pays subsahéliens, la durée de la saison des sèches est extrêmement longue, et donc on demande à un moment aux esprits, quand la pluie n'arrive pas, de faire venir la pluie. Comme la pluie fait d'un seul coup apparaître tous les papillons et tous les insectes, eux, ils inversent. Et on va faire des danses et des cérémonies avec des insectes et des papillons pour faire venir la pluie. Ici, on est dans une autre encore type de masque, c'est un masque Grébeau. Il ne faut pas oublier que les Africains sont des artisans experts. Ces masques ont été repris par les Occidentaux pour lancer un peu le cubisme. Parce que c'est le début, on les a retrouvés dans les ateliers d'artistes. Ici, vous avez encore un masque très intéressant qui peut inquiéter un petit peu puisque c'est un masque araignée. Alors, il ne faut pas oublier qu'en grande partie, les masques, c'est des chimères puisqu'on associe un animal et un humain. C'est une chimère. Là, vous avez à la fois le visage humain
vous avez les pattes de l'araignée. Alors là, bien sûr, ils ont mélangé un petit peu les choses. Là, ils ont rajouté, il n'y a pas que 8 pattes. Et ici, vous avez des serpents. Et en fin de compte, ce masque qui pourrait être inquiétant, c'est un masque de funérailles. Ils allaient 2 par 2. Et la personne qui était mise en terre, le cortège était accompagné par tous ces masques-là. Et au moment de la mise en terre, chaque masque mettait de chaque côté de la mise en terre, comme si, par système de protection. Il faut imaginer que l'araignée dans les cultures africaines et parfois dans d'autres, c'est le symbole de la protection des esprits. Et donc c'est l'esprit qui va protéger, la personne va passer du monde des vivants au monde des morts sous la protection de l'araignée. Avoir une araignée dans sa maison en Afrique, c'est qu'on est protégé par les esprits. Si on n'a pas d'araignée, c'est qu'on n'est pas protégé par les esprits. Là, on va passer encore dans d'autres cultures, et c'est certainement des pièces peut-être les plus marquantes de celles que j'ai installées à Oloron. Vous avez un fronton de Maison des Hommes. La Maison des Hommes, c'était le lieu où se retrouvaient les chefs de famille et les grands guerriers et les grands chasseurs, et c'est les seuls qui étaient habilités à parler aux esprits. Et dans les cultures de Papouasie-Nouvelle-Guinée, les esprits étaient sous forme de papillons, la légèreté de l'âme. Et donc là, vous avez le nez, les yeux, et la bouche est remplacée par un papillon, puisqu'on parle aux esprits. Et ici, pareil, on va parler aussi aux esprits, mais sous la forme de la réincarnation. Vous avez un corps de femme qui va enfanter, les seins lourds, le ventre un peu mauvais, un visage d'homme, des ailes de papillon, et là, dans les ailes, vous avez une indication, un bras comme ceci, un bras comme ça. On va en terre pour renaître ailleurs. C'est la réincarnation. On a vécu une expérience, on va revivre à une autre expérience. Dans toutes les cultures, on allume la lumière de la vie, c'est-à-dire que la personne est décédée, mais son âme n'est pas morte. Donc, symboliquement, c'est la lumière. Et on allait faire des offrandes. Et la symbolique des offrandes, c'est-à-dire qu'un corps, l'âme est en train de changer de corps, mais elle n'a pas de corps pour se nourrir. Donc symboliquement, puisqu'elle n'a pas encore de corps pour se nourrir, on va nourrir symboliquement en faisant des offrandes de nourriture en attendant qu'elle ait un nouveau corps pour se nourrir. Si j'allume la lumière ici et qu'on le met dans le sombre, toutes les grimaces du visage vont apparaître extrêmement amplifiées, et ce qui est évident que la personne qui a taillé cette œuvre, il s'est éclairé avec une bougie pour essayer de faire ressortir le mieux possible les choses. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un monde à l'autre, des cultures qui n'avaient pas de contact, la légèreté du papillon est apparue. Si on prend les Mayas, les papillons, c'est les grands guerriers qui sont morts au combat, leurs âmes sont sous forme de papillons. Là, on est en Indonésie, là, on est en Papouasie. Donc, la légèreté du papillon en âme se retrouve d'une culture à l'autre. On parle d'art primitif, mais ce n'est pas un art primitif, c'est un arbre premier. Et c'est vrai que le Quai Branly, on est dit que c'est le musée des arts premiers. C'est vrai, c'est des arts premiers, c'est pas complètement primitif. Qu'est-ce que c'est primitif d'avoir fait ces œuvres-là? Je ne suis pas sûr. Au contraire, je trouve que c'est assez génial d'avoir eu cette idée-là. Alors là, j'ai 2 autres pièces très intéressantes qui sont sur la métamorphose qui a inspiré énormément de cultures, les insectes. Ici, vous avez une pierre de pygmée. Et là, vous voyez, on retrouve la chrysalide, les segments, les embryons d'ailes et un corps humain. Et en fin de compte, cette pièce était posée sur le ventre des femmes pygmées au moment de l'accouchement. Le papillon, au moment de la chrysalide, c'est l'accouchement du papillon. Et on demande aux esprits de vous faire l'accouchement du papillon, que l'accouchement se passe le mieux possible. Et là, on a encore observé la nature et transmis à un usage cultuel. Et cette pierre-là, c'est des pierres qui étaient dans des tombes en Chine il y a 4000 ans, qui sont très intéressantes. Là, vous avez l'esprit dragon-cochon, et ici, vous avez l'autre partie, c'est les larves d'insectes. Et la larve d'insecte, elle vit sous terre, et au moment de la métamorphose, elle va avoir une vie aérienne. Donc c'est le passage, et c'était donc mis dans les tombes pour faire le passage entre la mort, le monde des vivants et le monde des esprits, qui lui était aérien. Et là, je pense que pour finir, on va peut-être se rapprocher d'une peinture faite par un artiste, Michael Lindberg, et qui montre ce que doit être le monde qui est le nôtre, c'est-à-dire une harmonie entre l'homme, la nature, les papillons. Là, vous avez à la fois des grenouilles, des crapauds, la musaraigne, un petit écureuil. Et vous voyez, c'est une ronde. Alors, c'est une ronde des elfes papillons. C'est pour symboliser la renaissance de la nature au printemps. Mais c'est aussi une ronde d'harmonie. Et c'est ce que le monde actuel devrait trouver. C'est une harmonie entre
la position de l'homme dominante et le maintien de la nature pour que nos enfants, les petits-enfants et tous ceux qui nous suivront après aient encore la joie de voir voler des papillons, des insectes et profiter de cette belle nature. Je vais vous faire découvrir une fable inédite que j'ai écrite en cette année 2021 où nous fêtons le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine, grand pilier de la littérature française. Une ode à la protection de la nature. Les chasseurs, les renardeaux et la tique. 3 chasseurs dans la forêt au terrier du renard creusaient, recherchant les renardeaux dont ils voulaient la peau. La scène faisait grand bruit et non loin de là, une tique la vit. Oh, que ces hommes œuvrent bien! Des renards, ils tuent les petits qui ne mangeront plus mulots et souris. Quelle aubaine pour notre descendance qui trouvera ainsi abondante pitance. Pendant que les chasseurs suent et travaillent, les tiques se mettent toutes en ordre de bataille. Allons nous repaître de leur sang qu'ils nous offrent si gentiment. Ce soir ils se plaindront, nous aurons eu notre gueuleton. Que devons-nous en déduire? N'est pas toujours nuisible celui qu'on croit. Et comme créateur de déséquilibre, l'homme est vraiment le roi. Pour que notre planète garde fière allure, pourquoi ne pas laisser faire dame nature? Merci beaucoup Patrick Bleuzen pour cette visite privilège de ce monde des insectes qui nous a fait découvrir véritablement tout un univers absolument fascinant et fabuleux et des collections absolument merveilleuses. J'étais très heureux de profiter de ce bel écrin où on peut à la fois positionner des sciences, de l'art et du cultuel, parce que mon credo c'est l'art et les sciences, et c'est transmettre, et donc pouvoir profiter pour transmettre au maximum, même si c'est loin de mon champ natal de vie qui est plutôt en Île-de-France. Voilà. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir accueilli mes collections, parce qu'elles ont besoin d'exister par les regards des autres.